Alors bonjour Madame Perron, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous décrire rapidement votre parcours et les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé? Bonjour. Donc effectivement, je suis passée par pas mal d'organisations puisque j'ai commencé dans une société financière, Étoile Crédit, qui comptait à peu près 30 collaborateurs. Et puis je suis partie chez Bouygues Télécom, une grande entreprise de téléphonie mobile que vous devez connaître, où on était pas loin de 7000 salariés. En 2008, j'ai quitté Bouygues Télécom pour créer mon entreprise, la société Wood It Yourself, qui était spécialisée dans la fabrication d'objets et meubles en bois. Mais faute de rentabilité, j'ai fermé cette société en 2016 et je suis retournée dans le monde de l'entreprise, dans une PME en Gironde d'abord, spécialisée dans la vente par téléphone de produits de santé, puis chez Scopelec, une société coopérative qui installe de la fibre optique pour le compte d'Orange principalement et qui compte pas loin de 4000 collaborateurs. D'accord, un parcours très intéressant. Alors, fort de cette expérience, pouvez-vous nous dire finalement sur ce qui différencie les entreprises par lesquelles vous êtes passé? Ah, alors là, on va parler un peu de forme juridique. Pour moi, il y a deux éléments essentiels qui aident à déterminer sa forme juridique. Le premier, c'est l'objet social de la société. Et le deuxième, c'est le statut du dirigeant, puisque en fonction de la forme juridique pour laquelle on opte, les impacts en matière d'imposition, de protection sociale, etc., vont vraiment différer. Alors, quand on est une entreprise de vente de biens et services, assez vite, les sujets vont être liés au développement. C'était le cas notamment de Bouygues Télécom, c'était le cas de la société 5e Agence dans laquelle on vendait par téléphone des produits de santé. On a besoin de financement et donc, assez naturellement, on va opter pour la SA ou la SAS, Société par action ou Société par action simplifiée, qui permet de faire rentrer facilement des actionnaires dans le capital et donc dès l'instant où vous faites rentrer des actionnaires, potentiellement, vous faites rentrer de l'argent et du financement. Ça a été le cas de la société financière dans laquelle j'ai démarré, c'était le cas pour Bouygues Télécom, c'était le cas pour la 5e agence. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des startups, on va retrouver ce phénomène, puisque le sujet d'une startup, notamment quand elle est dans le domaine de l'innovation, va être assez rapidement de trouver des financements. Et donc, les startups vont faire le choix d'une société par action ou d'une société par action simplifiée pour avoir cette souplesse de faire entrer des actionnaires et potentiellement de faire entrer des financements. Dans le domaine artisanal comme dans celui des petits commerces, on trouve plus régulièrement des formes à responsabilité limitée, les SARL ou les EURL, qui ont le gros avantage d'avoir un cadre, d'être des entreprises qui sont très cadrées et donc qui sont finalement assez simples à gérer. Tout est défini à l'avance. C'est pourtant pas le choix que j'ai fait, moi, quand j'ai créé mon entreprise. J'ai opté pour une société par action simplifiée pour la simple et bonne raison que j'étais assez vigilante et attachée au statut du dirigeant dans une SA qui a un statut assimilé salarié. Et donc les impacts en termes de charges sociales sont très différents. Ça coûte moins cher que d'être gérant d'une SARL. J'ai pas fait le choix non plus du statut auto-entrepreneur parce que j'avais besoin de pouvoir emprunter et un banquier va plus facilement prêter à une société qui présente un capital, en l'occurrence là moi j'avais un capital de 10 000 euros, qu'à un individu qui se lance dans une petite aventure entrepreneuriale. Donc là, je vous ai parlé des formes juridiques SA, SARL, EURL. Je peux parler encore d'une troisième forme juridique, puisque je la connais, c'est la société coopérative. Et là, il est certain que un entrepreneur qui va chercher à mettre en commun des compétences, non pas tant dans l'objectif de faire du profit, mais de maintenir l'humain au centre de son activité, va faire le choix d'une société coopérative. C'est le cas de la société Scopelec, qui m'emploie actuellement, et qui est le fruit de l'initiative d'un curé qui voulait garder au sein de son village les compétences des jeunes et les organiser en société pour créer de l'emploi. C'est comme ça qu'est née la société Scopelec. Contrairement à des sociétés comme Bouygues Télécom, où là on va avoir affaire à une gouvernance plutôt capitalistique, il est certain que dans une société coopérative, comme la société Scopelec, on est sur une gouvernance complètement démocratique et participative, puisque 100% des salariés sont actionnaires de la société. D'accord, très bien. Alors maintenant, nous avons un peu parlé de la notion d'objectif de productivité. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment dans toutes ces entreprises cet objectif de productivité est-il présenté et vécu?
Alors effectivement, ce sont des sujets qui sont hyper importants puisque quelle que soit la taille de l'entreprise, son activité, son statut, tout ce qui a trait à la performance, à la maîtrise des coûts, à la rentabilité, vont être des sujets essentiels et vont conditionner en fait la clé de répartition entre le facteur travail et le facteur capital. Une société comme Bouygues Telecom va chercher à servir les objectifs de ses actionnaires, qui sont des objectifs de retour sur investissement, et donc l'augmentation des gains de productivité sera l'objectif qui est perpétuellement poursuivi. Comment on va faire ça? On va rechercher des gains de productivité grâce à de la délocalisation d'activités, de la délocalisation ou de l'automatisation de tâches redondantes et à faible valeur ajoutée. C'est comme ça qu'en fait, vous retrouvez avec des centres d'appel qui sont délocalisés à l'étranger, puisque là, en fait, là où on a un coût horaire en France qui tourne chargé autour de 20 euros, vous divisez par 2 ce coût horaire quand vous allez au Maroc, et c'est ça qui pousse pas mal d'entreprises à délocaliser son activité. Une société coopérative dont le capital appartient essentiellement à ses salariés va aborder cette notion de gain de productivité tout à fait différemment, puisque l'objectif ne sera pas tant d'augmenter perpétuellement ses gains, ce sera vraiment de fixer ses objectifs de productivité au bon niveau pour couvrir ses charges de structure, notamment les salaires. Cette vision n'exclut en rien le fait d'investir dans des outils de production, puisque de toute façon, à un moment donné, se pose le sujet d'augmenter quand même les gains de productivité, toujours dans cette logique de couvrir ses charges, et ça passe à un moment donné par le fait d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Mais comme dans un cas chez Bouygues Telecom, on va chercher sans arrêt à maximiser, dans une société coopérative, le sujet ne sera pas tant de maximiser, mais juste de fixer le bon niveau de gain de productivité pour trouver cet équilibre financier entre les charges et les bénéfices et être à l'équilibre. Concernant enfin l'entreprise que j'ai créée, la société We Do It Yourself, la productivité horaire était bien mon indicateur essentiel et central, puisque c'est à partir du moment où je maîtrisais cette productivité horaire que j'étais capable de définir mes devis et donc de fixer mon prix de vente. Et donc il m'est arrivé évidemment sur certaines fabrications de sous-traiter certains éléments ou certaines étapes de fabrication à des sociétés industrielles pour générer des gains de productivité, réduire le temps passé sur mon meuble et au final sortir une rentabilité positive. D'accord, très bien. Alors, en restant sur le cas de l'entreprise que vous avez créée, donc We Do It Yourself, pouvez-vous nous expliquer comment vous définissez les quantités à produire pour maximiser votre profit? Ah oui, alors ça c'est un vrai sujet, puisque sur une activité artisanale, ce qui se passe, c'est que augmenter sa production, ça veut dire augmenter son temps de travail, ça veut dire augmenter ses achats de matières premières, et donc ça ne veut pas dire augmenter sa rentabilité et augmenter ses gains de productivité. Donc tout l'enjeu est, pour définir ces quantités, déjà de rencontrer un marché, mais en imaginant que le marché est là et que la demande existe, la quantité à produire, je la définissais à partir d'un modèle que j'avais établi entre une partie de ma production qui était faite en série et une partie de ma production qui était faite à la demande. Si je prends l'exemple de la lampe qui est derrière moi, c'est évidemment des objets que je créais en série, c'est-à-dire que j'avais un process de fabrication qui était défini à l'avance. Toutes mes étapes de découpe étaient faites en même temps, mes étapes d'assemblage en même temps, puis c'était les étapes de collage et les étapes de finition. En processant comme ça votre fabrication et en la séquençant pour en faire une fabrication en série, vous générez des gains de productivité, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la fabrication d'un meuble sur demande, où là, à chaque étape de fabrication, vous allez vous poser des nouvelles questions, vous allez être confronté à des nouvelles difficultés, vous allez perdre du temps et donc potentiellement perdre de l'argent. Donc cet équilibre, ma quantité à produire, était vraiment définie dans un contexte strict de respect entre une production en série et une production à la demande, où il y avait évidemment un peu plus de création. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Alors pour finir, pouvez-vous expliquer aux lycéens qui nous écoutent en quoi vos études et la partie théorique de votre enseignement vous ont servi du coup plus tard dans votre vie professionnelle? Les théories économiques sont toutes issues
d'expérimentation pratique et réelle. Donc la théorie est essentielle, c'est une base pour être en mesure, en entreprise, d'aborder une situation, de l'appréhender correctement, de l'analyser correctement, de définir des plans d'action qui vont permettre d'anticiper ou de régler certaines situations économiques. Et donc je pense que sans enseignement théorique en gestion, j'aurais été incapable de créer ma société, de la faire vivre, de la gérer, de la développer, même si au bout de 8 ans, j'ai décidé de la fermer faute d'une rentabilité suffisante. Cette société était gérée et correctement gérée grâce, je pense vraiment, à l'enseignement que j'avais suivi en matière de gestion. D'accord, eh bien merci beaucoup Madame Perron. En tout cas, j'espère que vos réponses seront utiles aux lycéens qui vous ont Je écouté. l'espère aussi. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.